quelques questions d'amis gilets jaunes que j'ai rencontrés sur les ronds-points. Donc Erika, par exemple, m'a demandé pourquoi est-ce que la BAC, qui est auteur de 90% des tirs de LDB, vise systématiquement dans les yeux et aime éborgner les gens. Ben, je vais vous expliquer pourquoi. Le préfet qui a créé les BAC, en fait, en Seine-Saint-Denis, était un pied noir d'Algérie, le préfet Bolotte, qui, en fait, avait été chargé de constituer une milice d'extrême droite, antisémite et islamophobe, pour mener des ratonnades dans la Casbah d'Alger au moment de la guerre d'indépendance de l'Algérie. Ce salopard, qui a pratiqué la torture, les arrestations arbitraires, a été ensuite nommé préfet à la Martinique, où là, il a pu se donner à cœur joie, après avoir maté du bougnoul, comme il le disait lui-même, maté du négro. Donc ce même préfet Bolotte a été amené comme préfet de Seine-Saint-Denis dans le 91, où il a donc développé le système des BAC que Sarkozy a étendu à la France entière, qui à la base, il faut le rappeler, est une milice d'extrême droite, pieds noirs, néo-nazis, en tout cas fabriqués au moment de Vichy, et qui est un vestige de la coloniale. Donc pourquoi est-ce que ils aiment éborgner les gens et pourquoi ils font ça? Ben, tout simplement, c'est une référence à Jean-Marie Le Pen, qui était un adepte de l'Algérie française et qui était borgne. Donc ce qu'ils veulent leur dire, c'est que nous, on est des lepénistes, et vous voulez pas être des lepénistes, et on va vous tirer dessus pour vous transformer en borgne comme Le Pen. Comme le faisait remarquer un de mes amis musulmans, Dajjal, donc l'antéchrist, il est aussi borgne, il a qu'un œil. Donc il est très intéressant de voir que la BAC, donc qui est à l'origine une milice d'extrême droite, islamophobe, antisémite et raciste, en fait, a été amenée dans les banlieues pour mater les migrants. Avec cet état d'esprit colonial, c'est-à-dire à partir du moment où dans les banlieues, il y avait des gens des anciennes colonies, eh bien on allait ramener toute cette sale race de fascistes pieds noirs qui a été réimportée en France après la guerre d'Algérie, qu'il fallait occuper. On les a occupés dans des brigades spéciales extrêmement violentes qui ont gardé cette culture. Alors cette génération de pieds noirs, elle est morte, mais la culture de la BAC, elle est restée. Donc une culture qui est basée sur la violence antisémite et raciale. Donc ici on a bien la référence à Jean-Marie Le Pen qui est clair, qui était un borgne, et aussi la référence que les musulmans accusent la BAC d'être des Aliwa al-Shaitan, donc des fils de Satan, des fils du Shaitan, et en leur faisant tomber un œil, en les blessant à l'œil, ils leur disent non, les Shaitans c'est vous. Donc on est dans l'inversion accusatoire. Donc rien qu'avec cet exemple-là, on mesure 1, le niveau de violence des gens de la BAC, et 2, la culture dont les BAC sont issus. C'est pour ça que j'ai proposé à Jean-Luc Mélenchon de réunir une commission parlementaire d'enquête pour enquêter sur la BAC. Deuxième question de style, et pour faire court, pourquoi est-ce qu'il y a des CRS qui positionnent leur cougar à l'envers pour pouvoir tirer de manière à bras tendu pour viser les personnes et utiliser les bombes lacrymogènes, les bombes de désencerclement qui sont multifractales, qui explosent en armes de guerre? Bien, tout simplement, d'abord, c'est pas une pratique des CRS. Les CRS, franchement, les CRS français, je suis désolé de vous le dire, mais ils sont un modèle dans le monde en matière de maintien de l'ordre, surtout après l'affaire Malik Oussekine qui avait amené la suppression des espèces de brigades anti-criminalité de l'époque, qui étaient les voltigeurs de la préfecture de police de Paris. Donc, ce jeune Algérien qui avait été tabassé et tué en marge des grèves d'étudiants en 1986 et qui avait écouté à Chirac son élection à la présidentielle de 88, et Mitterrand était repassé à cause de ce fait. En fait, il faut comprendre que les CRS, on leur dit qu'il ne faut pas utiliser le cougar comme ça. J'en ai discuté avec 2 CRS que j'ai interrogés et ils me l'ont confirmé. J'aurais posé la question, mais pourquoi ton collègue il a fait ça? Et lui, il m'a dit en fait, il l'a fait sciemment, par rage et haine personnelle. Et d'autre part, il y a des CRS qui sont identifiés comme étant limite borderline, comme ayant des problèmes psychiatriques, et on a parlé avec lui du système suggestif, et lui me dit il a certainement été suggestionné via son téléphone portable pour commettre des fautes professionnelles à dessein pour pouvoir être éliminé par la suite. Donc on va s'apercevoir quand même, il y a beaucoup d'images qui sont faites, que 90% des tirs de LDB, 97% des blessures de gilets jaunes, ce sont des baqueux. Et regardez toutes les vidéos, vous allez voir quand même s'il y a des violences du côté des CRS, il y a quand même une grande modération chez les CRS. Les cas de pétage de plomb, ils sont quand même isolés. Il y a quand même beaucoup de vidéos où on voit des CRS venir en aide très gentiment aux gens qui ont été blessés. Donc je veux pas faire de la lèche pour la CRS, mais
des derniers faits nous ont montré quand même que le corps des CRS était un corps, bien qu'il ait été créé aussi sous Vichy comme la BAC, était quand même un corps de métier où les gens étaient vraiment des bons professionnels. Bonsoir les amis, c'est Pascal Tréfingui. Ce soir, je viens juste faire un petit post pour vous parler des violences des Gilets jaunes. J'ai déjà fait un premier post. Ici, c'est la suite, l'explication scientifique du comportement des CRS et des policiers. Alors voilà comment ça fonctionne. Tout d'abord, je vais vous demander de regarder l'extrait du film d'Henri Verneuil qui s'appelle I comme Icare avec Yves Montand, qui explique en fait l'assassinat de Kennedy comme étant une affaire qui a été montée pour différentes raisons, qui est notamment la révélation d'un certain nombre de choses par le président Kennedy qui n'étaient pas souhaitées par l'élite financière, et d'autre part le fait qu'Israël était en train d'être équipé par la France de la bombe atomique et que le président Kennedy voulait empêcher cette dotation nucléaire d'Israël. Donc le premier point sur lequel j'aimerais attirer votre attention, c'est l'expérience de Milford, qui est comme l'expérience de Stanford, décrit le phénomène de soumission. Donc si vous voulez bien regarder les 3 minutes de l'extrait de I comme Icare dont le lien est en dessous, et on se retrouve juste après. C'est bon? Vous l'avez vu? C'est très bien. Je l'ai pas mis dans ma vidéo parce que je sais pas comment faire pour insérer une vidéo prise sur internet dans un post. Mais cette expérience, elle est intéressante puisqu'elle nous montre que, en fait, une personne qui va être soumise à l'autorité va aller jusqu'à donner la mort à une autre personne, pourvu qu'une autorité valide l'autorisation. C'est-à-dire, à partir du moment où on déresponsabilise une personne, elle va aller jusqu'à donner la mort gratuitement à une autre personne, dans le cadre d'une expérience scientifique, puisqu'elle n'en a plus les responsabilités, que c'est l'autorité qui a cette responsabilité. Il y a 63% des gens qui vont donc jusqu'à donner la mort dans le cadre d'une simple expérience scientifique. C'est que dire dans la vie réelle en situation de guerre sociale ou de guerre militaire. Donc ce qui est intéressant pour nous dans cette expérience, c'est que le scientifique nous dit que pourquoi est-ce que le tortionnaire, en fait, qui envoie les décharges d'électricité, va continuer jusqu'au bout? Parce que s'il s'arrêtait, ça remet en cause tout le processus. Donc ça le met en défaut par rapport à lui-même et ça l'oblige à avouer qu'il s'était trompé. Alors ça, c'est le premier point. Le deuxième point, je vais vous parler de mon expérience. Lorsque j'étais petit, mon papa, qui était quelqu'un de bien, m'a dit, voilà, quand on est petit, on se soumet. On se soumet à ses parents, on se soumet à ses professeurs, et on apprend, etc. On se soumet à monsieur le curé, à l'imam, au rabbin. Et puis quand on acquiert tout ce qu'on a à acquérir, et puis quand on est adulte, ben, on peut se révolter, parce qu'on a étudié, on en a les moyens, et on peut contester le système, on peut aussi rentrer à l'intérieur du système et animer le système. Mais au moins, on est un interlocuteur fiable. Et ce dont je me suis aperçu, c'est ce que j'ai fait, évidemment, j'étais un bon élève, j'ai fait 10 ans de fac, j'ai eu une bonne profession, j'ai acquis un capital qui me permet d'être critique par rapport au système et d'être indépendant par rapport au système. Ce que je remarque, c'est mes copains de l'école, quand j'étais petit, qui ne voulaient pas se soumettre au système, qui mettaient en cause l'autorité du professeur parce qu'elle leur semblait incohérente, ou celle de leurs parents, qui n'étaient pas très à la hauteur, qui étaient des fouteurs qui foutaient rien en classe, qui étaient des fouteurs de bordel à la récréation. Tous, sans exception, sont devenus flics ou gendarmes. Sans exception. Donc ils n'ont pas voulu se soumettre quand ils étaient petits, et maintenant, ils sont les gens les plus soumis de notre société, puisque les militaires n'ont pas de droit syndical, les policiers n'ont pas le droit même les policiers syndiqués n'ont pas le droit de s'exprimer sur des points politiques, c'est l'obligation de réserve des fonctionnaires, donc ce sont des émasculés totaux qui n'ont pas le droit d'avoir une opinion politique, ou en tout cas ils n'ont pas le droit de l'exprimer. Et cela les frustre tellement que dès qu'il y a une manifestation de gens qui expriment leur opinion politique, que ce soit les gens des services secrets qui supportent pas les gens qui font de la politique et qui sont complètement soumis et serviles au pouvoir en place quel qu'il soit, ou alors quand c'est des policiers normaux qui sont là pour mater des manifestations, il y a cette haine et cette rage contre des gens qui puissent s'exprimer politiquement, parce que chez eux il y a une frustration, ils sont des sous-hommes, en tout cas des sous-citoyens, parce que quand ils étaient petits, ils n'ont pas voulu se soumettre, et maintenant qu'ils sont adultes, ben, c'est les gens les plus soumis qui existent. Donc cette expérience, elle est assez intéressante. Ce deuxième point de l'expérience, c'est que les gens qui à l'heure actuelle se retrouvent dans la police et l'armée sont des gens qui n'ont pas voulu se soumettre enfant et qui maintenant sont les personnes les plus soumises et qui ont le moins de droits à s'exprimer, et ça génère chez eux tellement de frustration qu'ils veulent aussi empêcher les autres de s'exprimer.
Il y a une expérience dont je vous parlerai une autre fois qui montre que en fait les personnes qui sont homophobes, lorsqu'on leur passe des films avec des images subliminales montrant des couples homosexuels en train d'avoir des rapports sexuels, c'est ceux qui sont le plus excités sexuellement. Donc on leur montre un film normal de paysage, mais avec des images subliminales de couples d'hommes en train de faire l'amour. Et ils ont un sensor sur le pénis qui note s'il y a une augmentation de leur sexe. Il s'avère que 100% des gens qui se sont déclarés ouvertement homophobes sont les gens qui ont les plus grosses érections alors qu'on leur montre des baleines et des éléphants et des oiseaux et des petites filles qui courent dans la nature. Donc cette expérience scientifique, elle a montré que les gens qui sont homophobes, ce sont des gens qui veulent interdire l'homosexualité aux autres parce qu'ils se l'interdisent à eux-mêmes. Donc ce sont des PD refoulés et donc ils veulent la refouler chez les autres. Alors il y a aussi un mécanisme sur lequel je reviendrai qui est lié au gène XQ28, qui est le phénomène de répression de la violence et de culture de la violence à l'intérieur des sociétés. Mais ça, c'est un autre point. Le troisième point que j'aimerais maintenant aborder est la réaction des policiers. Donc pourquoi est-ce que les policiers ont été si violents contre les manifestants? D'abord, ils y ont été autorisés, évidemment. Ensuite, ils ont été suggestionnés par le faire. Ensuite, l'usage généralisé de la psychotronique fait que la plupart des policiers et des militaires sont plus proches d'être des psychopathes et sans faire beaucoup d'efforts, mais en tout cas des psychopathes intégraux, parce qu'en fait, ça fait ressortir toutes les pulsions primaires des mammifères. Ce qui est leur cas, donc il ne faut pas s'étonner, ils tuent leurs femmes, ils tuent leurs enfants, et les cas sont étouffés, mais il y a eu énormément de cas avec le matériel félin et Motorola en Angleterre, de policiers qui sont rentrés chez eux et qui ont tué femmes et enfants, ainsi que de militaires en devenant complètement cinglés. Donc je renvoie aux travaux du professeur Barry Tower. Ce qui est intéressant dans la révolte des Gilets jaunes est le suivant. La police s'est montrée extrêmement violente jusqu'à ce que le gouvernement lui demande d'intervenir sur les retraites. Et lorsque la police, qui se sentait soutenue par le gouvernement dans son choix d'être violent, donc il faut se souvenir du processus, à la base c'est des gens qui n'ont pas voulu se soumettre à l'autorité, maintenant à qui on a coupé les couilles et qui sont complètement soumis à l'autorité. Et si l'autorité s'en prend à eux, c'est-à-dire si l'autorité devient incohérente, ils font volte-face. Et c'est exactement ce qui s'est passé. Ils se sont sentis soutenus dans leur violence, dans leur décharge de frustration. Il ne faut pas oublier qu'à la base, c'est des gens qui n'acceptent pas l'autorité, qui ensuite sont obligés de subir l'autorité et qui par frustration vont imposer l'autorité aux autres, tout comme eux-mêmes la subissent. Et quand ces gens-là, le gouvernement a semblé les trahir, en fait, toucher à leur régime de retraite, eh ben, ils ont commencé à arrêter les violences, les CRS ont posé les boucliers, les policiers se sont mis en grève, parce que l'autorité est devenue incohérente. Et à ce moment-là, ça a complètement annihilé le processus de réforme des retraites du gouvernement. D'ailleurs, c'est sûr que le gouvernement d'Emmanuel Macron va arrêter la réforme des retraites, tout simplement à cause de ce comportement des policiers. Je l'avais prédit, il était parfaitement logique. Il avait été beaucoup préparé en amont puisque le gouvernement avait fait des promesses et la présidence avait fait des promesses aux états-majors militaires et policiers avec des garanties en disant qu'ils ne toucheraient pas au régime de retraite et qu'ils maintiendraient les budgets et augmenteraient. Donc il faut savoir qu'Emmanuel Macron a baissé le budget de l'éducation nationale et le nombre de fonctionnaires du ministère du budget aussi. Donc il y a 1000 employés en moins, donc contrôleurs fiscaux notamment en moins, et le ministère de l'environnement aussi a vu ses budgets et a perdu 1000 personnes. Par contre, ils ont embauché beaucoup plus de policiers, beaucoup plus de militaires et ils ont augmenté les budgets. Donc on voit tout à fait quelle était la stratégie du gouvernement, en tout cas des financiers dont le gouvernement est la marionnette, pour se maintenir en place. C'est un schéma qui a été aussi utilisé aux États-Unis, où la police s'est fait acheter et l'armée se sont fait acheter par le complexe militaire ou industriel en échange de retraite. Voilà. Donc c'est assez intéressant. Alors le quatrième point sur lequel je voudrais venir, c'est qu'il y a quelques années, j'ai discuté avec un maçon du 29e degré du rite écossais, un Américain au Luxembourg, luxembourgeois qui a la nationalité américaine, qui est 29e degré, qui maintenant est 30e degré du rite écossais. Et je lui ai dit, mais c'est horrible ce que vous voulez faire avec le gouvernement mondial. Vous voulez faire une troisième guerre mondiale pour tuer le maximum de gens, notamment des militaires. Vous voulez que toutes les armées s'affrontent et que les armées s'exterminent les uns les autres. Et vous voulez qu'il y ait des guerres civiles partout, que l'humanité soit à genoux avec des émeutes. Pourquoi provoquer les gens comme ça? C'est monstrueux. Et lui m'a dit, mais tu sais Pascal, toi tu es intelligent, tu as fait des études, tu es quelqu'un de raisonnable et de pacifique.
on te touchera jamais. S'il y a un policier, un psychopathe de la police qui vient te toucher, on te viendra en aide. Et ça a été le cas lorsque les psychopathes de la police ont essayé de me toucher. C'est l'élite que j'ai appelé au secours et qui m'est venue en aide. Donc il m'a dit, toi t'es pas un souci pour nous, le gouvernement mondial on le fera, on a besoin de gens intelligents, ou tu travailleras pour nous, tu travailleras pas, mais on ne te touchera pas. Si tu veux travailler pour nous, tu seras dans nos villes. Si tu veux pas travailler pour nous, c'est comme dans le roman de George Orwell, de Aldous Huxley, Le meilleur des mondes, bah tu vivras en dehors des villes, à la campagne, et tu ne travailleras pas pour le système. En tout cas, des gens comme toi, on les touchera jamais. Par contre, ce qui nous intéresse, c'est d'éliminer cette race imbécile qu'actuellement on utilise dans la police et dans l'armée, et qui aussi pose des problèmes en matière de délinquance dans les villes. Donc il y a une catégorie de personnes qu'ils ont identifiées et qu'ils appellent les porteurs du gène du combattant. Donc ils cultivent l'expression de ce gène en ayant promu les jeux vidéo violents. Donc c'était une stratégie, hein. Ronald Reagan l'avait dit, et George Bush aussi, nous avons de l'intérêt pour vous qui jouez aux jeux vidéo. Donc tous les abrutis qui foutent rien à l'école, qui contestent l'autorité des professeurs, qui veulent pas se soumettre mais qui se gavent de jeux vidéo violents, ben c'est sûr qu'on va les retrouver dans l'armée ou la police, parce que c'est là où on engage les gamins en échec scolaire et où on les soumet, on leur coupe les couilles. Après le système les utilise pour lutter contre les autres personnes qui sont en échec scolaire et pour leur couper les couilles, qu'on appelle les délinquants. Donc cette catégorie d'enfants en fait qui sont porteurs du gène du combattant et qui sont une nuisance aussi bien en tant que policiers militaires et aussi bien en tant que délinquants, le système veut les éliminer. Donc le projet du gouvernement mondial, c'est donc de pousser tous les militaires de la planète à se faire la guerre pour les exterminer, et de pousser toutes les personnes qui sont violentes dans la société à s'attaquer aux policiers qui sont eux-mêmes violents afin de les exterminer. Donc c'est un programme de nettoyage. Lorsque ce programme de nettoyage sera fait, l'élite veut un monde pacifique, dans lequel elle a le pouvoir, elle sait qu'elle ne pourra pas l'avoir partout. Donc comme dans le roman d'Aldous Huxley, Le meilleur des mondes, eh ben, il y aura des zones pour l'élite, sous contrôle de l'élite psychotronique, de 500 millions de personnes, et puis il y aura aussi des zones naturelles où il y a des personnes qui seront laissées livrer à elles-mêmes. Donc ça n'a pas toujours été très compris au début de la révolte des Gilets jaunes, parce que j'ai écrit que moi je serais jamais gilet jaune et je serais jamais non plus policier parce que j'appartenais pas à la catégorie des crétins. Et que c'était vraiment le meilleur moyen de provoquer le système et de se faire sanctionner par le système. Moi j'avais un regard extérieur et d'analyse. Alors c'est vrai que je subis pas ce que subissent les gens pauvres, les travailleurs qui sont humiliés, etc. Mais je rappelle quand même que j'ai passé 4 ans en prison, que j'ai été torturé pendant 4 ans dans le cadre carcéral avec des micro-ondes et avec des suggestions. Je suis passé sous la main du commissaire Christian K de Luxembourg, qui n'y est pas allé de main morte jusqu'à ce que mes courriers soient entendus par mes amis de l'élite et que je sois sorti de prison. Ce qui provient d'ailleurs que les gens qui sont intelligents et les gens qui sont pacifiques, ils n'ont rien à craindre de l'élite. Après, on est d'accord, on n'est pas d'accord avec eux. Ce que je me souviens aussi, c'est que lorsque j'ai été arrêté à la police judiciaire de Versailles, j'ai été torturé de la façon suivante, parce que cuisiner dans la police française, ça porte aussi un nom propre. C'est-à-dire que cet abruti avait amené un four micro-ondes auquel il avait enlevé sa porte, il l'avait bloqué avec une cuillère, et pendant qu'il m'interviewait, il m'a passé 1h30 de four à micro-ondes à pleine puissance dans le dos. J'ai fait un malaise vagal, j'ai eu des brûlures au 3e degré dans le dos, j'ai eu un malaise vagal et j'ai été hospitalisé à la fin de ma garde à vue. Le but, c'était, puisque j'allais être déféré devant le procureur de la République le lendemain, que j'y arrive dans les pires conditions, pas douché, pas lavé, et surtout avec des séquelles neurologiques et de très grandes difficultés. Par la suite, j'ai fait un accident vasculaire donc en milieu carcéral, et on m'a laissé 4 semaines sans aucun soin. On m'a juste 3 jours après, on a découvert que je n'arrivais plus à bouger sur mon lit, et on m'a donné un sachet, on m'a donné un pack d'aspirine, et c'était un détenu marocain, un dealer d'ailleurs de cocaïne, qui m'est venu en aide et qui m'a aidé pendant 6 mois à remarcher, à me rééduquer. Voilà. Donc c'est comme ça que ça se passe. Non pas que ça soit l'élite qui veut que ça se passe comme ça, mais ça, c'est ce que font les policiers, les gardiens de prison, les militaires. Parce que notre problème, à nous, général, en tant que population, c'est pas tellement l'élite. Notre problème, c'est les abrutis qui sont des délinquants et les abrutis qui vont rentrer dans la police et l'armée. Et finalement, au final, on fait que remercier l'élite de pouvoir nous aider à nous débarrasser de cette pourriture humaine. Voilà. Je reconnais que c'est un peu dur. Voilà. Il y a une autre méthode. Alors, je renvoie aux travaux d'Idriss Aberkan, que j'aime bien.
qui dit que bon, bah, l'armée quand elle construit ou la police quand elle construise, elles peuvent aussi faire des trucs bien, c'est-à-dire que les policiers, au lieu d'être des sauvages, des barbares et des fascistes lepénistes, ça peut être aussi des gens qui ont une mission éducative. Ça s'appelle les îlotiers. Les militaires aussi, lorsqu'ils construisent un port artificiel, lorsqu'ils construisent une citadelle comme du temps de Vauban, ben on voit que l'armée, elle peut avoir une mission sociale pour apprendre aux gens à lire, à écrire, leur apprendre un métier. Les gens qui ont eu des difficultés pour se soumettre enfants, lorsqu'ils sont adolescents ou adultes, on peut les faire rentrer dans l'armée et par la soumission reprendre le travail de soumission et après en faire de véritables citoyens. Mais c'est évidemment pas ce que font nos sociétés où on est confronté à cette double plaie en fait, qui est la criminalité et les gens qu'on utilise pour lutter contre la criminalité et qui sont exactement le même type de personnes. Donc soit on laisse la situation actuelle et on est face à de véritables pourritures, que ce soit des policiers et des militaires pourris, ce qu'on a actuellement, ou que ce soit des gens, des citoyens qui sont des citoyens pourris et qui sont dans la criminalité. Donc on a une autre façon qui était de faire rentrer l'armée dans les banlieues, de rétablir les services publics et d'utiliser l'armée avec sa discipline pour donner une éducation aux enfants parce que les parents étaient défaillants et de faire de ces enfants des bons citoyens. Mais on a eu exactement le contraire. On a eu des instituteurs marxistes qui voulaient rien imposer aux enfants et qui voulaient laisser le plus libre possible, affronter l'autorité, ne pas reconnaître l'autorité des professeurs, ne pas reconnaître l'autorité de l'enseignement. Moralité, on a toute une génération de gosses gavés de jeux vidéo violents et qui sont incapables de se soumettre à l'autorité et qui font des adultes qui après vont se soumettre à l'autorité pour survivre et qui vont être de véritables moutons qui vont générer autour d'eux énormément de violence sociale. Donc voilà la situation dans laquelle on est. On doit, remercier l'éducation nationale, totalement à côté de la plaque, et 2, remercier les parents qui sont totalement démissionnaires. 3, on aimerait un peu que l'État prenne ses responsabilités et que donc l'armée et la police jouent leur véritable rôle, c'est-à-dire un rôle d'éducation, un rôle d'entraînement positif de la population et un rôle constructif. Mais malheureusement, on a exactement le contraire. On a une armée qui va détruire dans le monde entier au service des multinationales. On est au Mali l'armée française est au Mali à cause d'Areva, et on a une éducation nationale qui fait des enfants totalement révoltés, qui ne supportent aucune autorité et qui, dans le futur, sont des adultes totalement soumis. Alors bravo, continuons comme ça. La France est dans le mur et ça va encore durer longtemps, à mon avis. D'où la décision de l'élite, au final, de prendre ses responsabilités et d'éliminer la plus grande partie de la population qui, il faut bien le reconnaître, ne vaut rien. Alors pour finir sur le sujet, puisqu'on est un peu dans confession intime, c'est l'heure de se coucher, je voulais dire aussi que par rapport aux Gilets jaunes, que j'ai eu l'occasion pour une chaîne de télévision brésilienne de rencontrer plusieurs groupes de Gilets jaunes. Et franchement, je les ai adorés. J'ai vu qu'il y avait dans les assemblées générales, il y avait vraiment un haut niveau intellectuel de réflexion. J'ai trouvé des gens extrêmement brillants de toutes les conditions sociales, même des gens qui n'avaient pas du tout fait d'études. Il y avait des profs, il y avait des gens de la France Insoumise, et chapeau bas à la France Insoumise. Hein, franchement, nickel. C'est pas mon école de pensée, puisque je le cache pas, j'étais dans les premiers 1000 adhérents du MoDem, j'étais président du MoDem Luxembourg. Donc c'était pas tellement, moi je suis plutôt de l'école libérale en fait, j'appartiens un peu à la même école économique et de pensée qu'Emmanuel Macron, sauf que pour moi l'aspect social est très important, je suis un socio-libéral. Je pense qu'il faut libérer l'économie et permettre aux gens d'investir comme ils veulent. Je pense qu'il faut empêcher la formation des grandes multinationales, c'est-à-dire qu'il faut empêcher d'avoir des très riches et empêcher d'avoir des très pauvres. Empêcher d'avoir des grands trusts multinationaux et empêcher d'avoir des gens qui crèvent de faim dans le monde entier. Donc une très forte politique sociale et une très forte politique de classe moyenne très libre et une très grande politique d'encadrement du grand capital qui doit absolument être tenue en laisse. Ce que j'ai découvert avec les Gilets jaunes, c'était d'abord en prison j'avais rencontré des gens de tous les milieux, c'est des milieux que je connaissais pas. Donc pour moi c'était une expérience humaine. J'étais avec des dealers, j'étais avec des assassins, j'étais avec des gens qui avaient des violents, des voyous, des bandits, des migrants en grande quantité. Et en fait moi je les jugeais pas. Donc je les aidais sur leur dossier juridique. Il y a peut-être 60% des dossiers que j'ai fait tomber parce qu'il y avait des fautes de procédure de policiers, ce qui a enragé les juges d'instruction, qui m'ont menacé donc de me mettre à l'isolement. Et puis j'ai découvert comme j'avais un peu plus de sous, je suis venu en aide à beaucoup de personnes.
j'étais généreux avec les personnes qui étaient autour de moi en prison, et ils m'ont bien rendu. Et ça a été une expérience humaine qui a été fascinante de rencontrer ces gens de tous les pays, de tous les milieux, et de voir leur qualité humaine. Donc à Luxembourg, c'est vrai que la prison, par rapport à la France, c'est quand même une prison qui est une prison plutôt 4 étoiles. Pour autant qu'une prison puisse être 4 étoiles. La seule différence pour moi, c'est que les premiers mois, le policier Christian K de Luxembourg s'est vraiment acharné sur moi et a failli me tuer. Après, bon, l'ambiancement psychotronique était très très fort jusqu'en 2013. En 2014 et début 2015, c'était mieux, j'avais de meilleures conditions. Merci à mes copains de l'élite. Donc pour les gilets jaunes, pour revenir aux gilets jaunes, lorsque je suis allé sur les ronds-points et dans les assemblées générales des gilets jaunes, je les ai adorés en fait. Et vraiment, je dois vraiment les remercier. J'ai rencontré des gens super de tous les milieux, le cœur sur la main, et ça m'a vraiment fait du baume au cœur. Et on est effectivement en dehors de ces deux catégories de criminels, qui sont les criminels qui sont recrutés, et les crétins qui sont recrutés dans l'armée et la police actuelle. C'est pas toujours l'armée et la police, mais la police actuelle et l'armée actuelle sont composées en grande partie de crétins, et qui ont exactement le profil des délinquants qui sont dehors. Donc c'est la même catégorie de personnes, et donc je mets les gilets jaunes en dehors, et j'ai regretté d'avoir dit au début je serai jamais gilet jaune parce que ni policier parce que je suis pas un crétin. Je serai jamais policier parce que je suis pas un crétin, ça c'est clair. Mais en tout cas gilet jaune je le suis devenu, et lâchez rien les gars. Toute l'Amérique latine est avec vous, et le monde entier vous regarde pour voir comment vous allez vous opposer à la finance, tout en sachant que derrière, ce qui vous attend, c'est une guerre mondiale. Je suis vraiment désolé pour vous, mais c'est la sauce à laquelle l'élite a décidé de vous manger à cause de cette catégorie de personnes qui s'appellent les criminels et les gens qui ont le profil pour entrer dans l'armée et la police. Je pense que si l'État avait pris ses responsabilités depuis longtemps, on ne serait pas dans cette situation, mais hélas, on va passer par là. C'est le déterminisme historique, d'ailleurs, qui le fait plus que l'élite, d'ailleurs, qui fait que suivre le mouvement général. Allez, à très bientôt les amis, j'espère que vous m'en voudrez pas. Ciao. Vive les gilets jaunes.